nous revoici pour une nouvelle critique nostalgique 6 mois après. 6 mois, il s'en est passé des trucs pendant 6 mois, il y a même eu beaucoup de disparus. Qui est mort pendant ces 6 mois? Waouh, ouais, ça en fait des gens. Eh, attends! Bon bah je vais faire un hommage, allez-y envoyez un film par hasard. Ah non, Vidocq Ouais, Vidocq. Depuis Incorruptible en 1987, la mode était à l'adaptation des séries du petit écran. Mission Impossible, Dragnet, Le Fugitif, et puis comme nous les Français on est chauvins, on s'est dit qu'on avait également des séries à adapter de notre côté. Donc en peu de temps furent apparus les Belphégor, les Brigades du Tigre, absolument fabuleux, que je sais même pas pourquoi ils ont eu l'idée, vu que c'était même pas français à la base, et Vidocq, réalisé par Pitof, alias Jean-Christophe Comard, qu'on connaissait surtout pour être le mec derrière la boîte d'effets spéciaux Buff, et qui a voulu réaliser ainsi le premier film numérique au monde en prenant Vidocq, une série de 1967 avec Bernard Noël dedans, inspirée d'une histoire vraie avec de la musique de Serge Gainsbourg en prime. Et il y a aussi eu une série de 1971 avec Claude Brasseur. Les gens se souviennent surtout de cette série. Enfin, pas nous, mais au-dessus. Arthur, peut-être. Vidocq le vrai, c'est-à-dire Eugène François Vidocq, était un ancien militaire condamné au bagne pour falsification de documents. Évadé 3 fois, puis indicateur à la brigade de police de Paris, avant de devenir chef de la sûreté. Ses mémoires seront célèbres et c'est ainsi que la série fut créée. Et avec une telle histoire, comment pouvait-il foirer ça ? Wow! Et ça commence fort. Wow! Non, mais je comprends. Mais c'est quoi tous ces changements de plan, Pitof? Tu permets que je t'appelle Pitof? Pourquoi tu fais ça? On pourrait lancer un jeu à boire là, vas-y, à chaque changement de plan on boit. Mais Pitou, tu fais quoi? Mais il faut pas faire ça, t'as suivi des cours un peu? Tu t'endors sur la manette? Non mais regardez ça, alors déjà le rythme. Pitou, tu dois avoir le sens du rythme, Pitou, je veux dire, c'est pas en changeant de plan toutes les 24 images que tu vas donner de l'intensité à ton truc. Regarde ça par exemple. C'est les duellistes, c'est Ridley Scott, c'est 78, c'est sympa. Regarde, tu vois le premier plan? Tu vois ce plan? Ça s'appelle un plan large. Ça te sert à placer l'action. Comme ça, tu sais où ils sont. Tu vois dans ton film par exemple? Eh ben, il faut compter au moins 40 secondes pour qu'on sache où est le Gérard. Oui, c'est Gérard Depardieu. Attendez-vous à le voir souvent dans cette émission, hein. Voilà, ensuite Ridley place son intensité en changeant ses plans. Tu vois, il change de plan en fonction de ce qu'il veut dire, de ce qu'il veut donner. Il resserre son cadre, il donne des petites intensités, il refait des plans larges. Là, franchement, alors déjà, on sait pas comment qu'il est construit ton décor. Regarde, GG il ouvre la porte, le cadre est coupé. Voilà, on sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, on sait même pas ce qu'il y a au milieu. Et plan suivant, on voit la porte. Voilà, ensuite gros plan, poitrine, plan large. Bon alors déjà, tu ne montres pas le décor en entier, bon d'accord, on a compris, c'est ton intention, c'est ce que t'as voulu faire. Mais ensuite, tu gères super mal tes déplacements dans l'espace. Un exemple tout con, ce plan large. Voilà, Depardieu est à gauche, l'autre à droite. Il se déplace, change de côté, Depardieu fait 2 pas, et... Voilà, c'est exactement le même plan que tout à l'heure. Alors qu'on les a vus se déplacer. Il saute, il tape, Depardieu est dans le fond, Depardieu passe entre le mec et le feu, et le plan suivant, c'est le mec qui est entre Depardieu et le feu. Qui fait ça? On comprend rien. Bon, Pitou, je te mets une mauvaise note sur les bastons, là. T'as réussi à faire des plans encore plus foireux que ceux de Mark Steven Johnson. Et c'est le mec qui a fait Daredevil. Bon, au moins, tu vas peut-être te rattraper sur l'histoire. Donc, Depardieu se fait défoncer et se fout dans le trou. D'ailleurs, ces flammes devraient déjà le cramer. On passe. Et à 3 minutes 38, on a la première phrase du film. Attends, si je dois mourir, je veux savoir. Je veux voir ton visage.
Ok, donc tu nous mens déjà sur le titre du film. Puisque visiblement c'était Vidocq le mec en fait. Enfin, Depardieu c'était Vidocq. Merci. Non mais super, niveau exposition aussi tu perds des points là. Hein. On a un générique avec des images glauques, parce que c'est comme ça. Enfin, au moins on nous fait l'historique de Vidocq, hein, c'est sympa. Et le film commence sur ce mec qui est arrivé ici, on sait pas comment, vu que derrière c'est un cul-de-sac avec une grille. Et du coup, quel est l'intérêt de bloquer une rue qui est déjà bloquée par une grille? Je ne sais pas. Et là, je sais même pas ce que le gars a dit. Vas-y, répète pour voir. Ah non, on comprend rien. Et le monsieur rentre dans son bureau. Ça, c'est un accessoire. Et voici notre héros, mesdames et messieurs, en la présence de... Qu'est-ce que c'est? Non mais Guillaume, qui c'est qui t'a habillé comme ça? Faut pas s'habiller comme ça, c'est ridicule Guillaume, c'est pas possible. Oh, ça c'est du plan cut. Et ça n'a strictement rien à voir avec le reste du film. Ok. Bon. Guillaume Canet joue donc un journaliste nommé Étienne Boisset, enquêtant sur la disparition de Vidocq. Et le mec en question, qu'on a vu depuis tout à l'heure, s'appelle Nimier, et c'était le bras droit de Vidocq. Il nous raconte donc, en flashback, que tout a commencé le jour où l'orage a frappé des mecs au beau milieu de plans photoshopés, et que le chef de la police, joué par Dussolier... Mes hommes sont débordés. Le coup de la foudre, c'est vraiment le coup de trop. Je veux que vous vous chargiez de l'enquête. Alors non, je sais pas pourquoi il parle comme ça. C'est peut-être une référence à Castaldi dans Astérix. Simple Vidocq, vous ne comprenez donc pas, la monarchie est menacée. Bref, le chef de la police demande donc à Vidocq d'enquêter, parce que c'est son film quand même un peu. Ils vont donc ensuite dans l'atelier de poudre pour savoir comment ces mecs ont pris feu, et l'enquête continue. Ils vont ensuite interviewer des nichons, des lavandières, pour savoir comment le bougre a pu s'enflammer. Very funny. Ils tombent sur un domestique, puis le poursuivent dans les draps. Je n'ai rien à me reprocher, patron. Je suis blanc comme neige. Blanc comme neige. J'ai repéré une soureuse. Non, je vous jure, j'ai reçu une lettre. Parce que tu sais lire. Non. Je ne devais plus brosser les vêtements de belmoniste de son ami là, Géraldine. Elle venait d'où, cette lettre? Je ne sais pas, il y avait de l'argent avec. Et puis GG nous explique ensuite comment marche la foudre. Pour capter la foudre, il suffit d'avoir un paratonnerre. Mais pour diriger l'énergie captée, il faut que ce paratonnerre soit orientable. Il faut aussi, et c'est la condition sine qua non, qu'il y ait une pièce de métal au sommet de la cible. Facile. Le métal. Tout est là. Et on a un nouvel indice dans le chapeau. Qu'est-ce qu'il y avait dans le chapeau? Alors, dans le chapeau, qu'est-ce qu'il y avait? Bonjour. C'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Dans ce film, le héros meurt au début et des journalistes décident d'enquêter sur ses dernières paroles. Comme dans Citizen Kane. J'appelle ça du plagiat. Les journalistes vont interviewer des gens sur le héros. Vous allez voir que les témoignages, ça va être des flashbacks. Alors donc, vous l'aurez compris, hein, méthode Citizen Kane, notre journaliste, dont on a totalement zappé le nom, passe à un autre témoin pendant que Dussolier continue son enquête de son côté. Il demande donc à voir le corps de Vidocq, et on lui montre ça. Ce qui, en langage de scénariste, signifie... il est pas mort. Et pendant ce temps, Guillaume Canet revient braquer le bureau de Vidocq, parce que c'est ce que tout bon journaliste ferait. Hein, il pique le flingue de Vidocq, et il s'installe, tranquille. C'est ce que tout le monde ferait en entrant en effraction dans une pièce, hein, surtout si l'actuel locataire est un ancien bagnard. Moi, c'est ce que je ferais, hein. Et comme dans tout film qui se respecte, il tripote un truc sur le bureau et ça ouvre un passage secret. Ce qui est con. Bah ouais. C'est comme si on mettait le système d'ouverture de porte sur un de ces bouliers, vous savez, les petits machins là, ou n'importe quel truc qu'un crétin aurait forcément envie de toucher, vu que c'est bien en vue sur le bureau.
Il ouvre donc l'accès à l'atelier de Marc Caro, ramasse le peigne, et possède dorénavant le don d'omniscience, qui est quand même super pratique. Et cette demoiselle s'appelle la Chinoise. Chinoise mon cul, c'est Inès Sartre. Et puis dès qu'on voit une gonzesse dans un film français, on saura qu'elle finira à poil de toute façon. Et en plus c'est con. D'où qu'il sait que c'est son peigne? Vous êtes la seule à porter ce genre de bijoux à Paris. Je me suis renseigné. Ouais, super Mickey Mystère. Il t'est pas venu à l'idée que ce bijou pouvait être, je sais pas, importé? J'en ai la preuve. Et toi, t'es qui? Je m'appelle Étienne Boisset. Je suis journaliste. Tu sais mon petit, être journaliste ne te donne pas le droit de menacer une gonzesse avec une arme. Vous n'êtes pas asiatique. Toi, t'es malade, le journaliste. Les peignes contre mon histoire. Comment? Je te raconte ce que je sais, tu me rends les peignes. Ça marche? Plaisantez. Ces bijoux sont des pièces à conviction. Ils vous accusent des meurtres de Belmont et Veraldi. Mais ta gueule! Tu viens d'avouer toi-même que tu les as piqués maintenant les trucs! Je vous écoute. Mais arrête, quitte ce métier, t'es trop con! Et c'est reparti pour un flashback. Ernest Lafitte, le directeur de l'hôtel des Invalides. Visiblement, elle a traîné avec tout Paris. Attends, je vais avec toi. Et magnifique planchette. On peut noter. Ah non, mais moi j'ai plus rien à dire sur la réal. Ces plans sont pourris, ces plans sont pourris. Depardieu empêche l'attentat. Le type meurt d'une crise cardiaque encore mieux jouée que celle du petit gros. Oh, regardez! Cet homme fait une crise cardiaque! Et ses regards annoncent une scène de combat. Je me prépare à vomir. Et il attaque la Dracula de DuckTales. Ouais, le type il s'est sûrement dit oh bah tiens, j'ai gardé tous ces pigeons sur moi au cas où, on sait jamais. Et scène de combat. Il saute, il plonge, c'est super mal fait, ça sert à rien, et en plus Pépère y est resté. Et attention, figurant brancard. J'ai cru voir une ombre. Je ramène la petite, elle se... Voilà. En gros, donc ce méchant s'appelle l'alchimiste, et c'est lui qui bute tout le monde depuis le début. Bon, je vous passe un peu toutes les scènes ensuite, hein, parce que ça n'a que peu d'intérêt, si ce n'est ces boobs, ici, là. Et profitons de cette accalmie pour vous faire découvrir une nouvelle leçon de cinéma. Par exemple, pourquoi vouloir toujours exprimer son texte fluidement, quand il est plus simple de s'exprimer par petits bouts de phrases, comme ça? Non, je lui avais juste écrit. Il avait accepté de revoir avec moi certains détails sur sa biographie. C'est comme si, moi, je parlais comme ça, pour dire des choses. Bien plus. Un vrai livre. Un grand livre sur Vidocq. Il faut que je trouve son assassin pour révéler son nom dans mon dernier chapitre. C'est comme ça que je vengerai Vidocq. Nous apprenons donc que Canet veut découvrir l'assassin de Vidocq afin de faire un bouquin. Et Canet va donc dans le nouveau lieu découvert, visiblement tourné dans un décor du parc Astérix, puis arrive dans un bordel où Madame, j'ai pas capté son nom, nous dévoile ses filles. Scène qu'on pourrait traduire par des nichons, d'autres nichons. Non, excusez-moi, Et cette demoiselle qui n'a strictement aucun rapport avec les trois morts. Belmont, Lafitte et Veraldi. C'était des clients à vous? Non, la maison ne produisait pas les articles qui intéressaient ces messieurs. Connaissait quand même leurs coutumes, vu qu'elle sait qu'ils voulaient... Quels articles? Des vierges. Des jeunes filles vierges. Ouais. Des êtres purs, comme il disait. Pourquoi faire? Pour un rituel! C'est super téléphoné! T'es journaliste ou quoi? Les vierges, les costumes ridicules, ouh! T'as suivi le film un peu? Tu me fatigues, petit. Va au furet, le journal. Stade de Rudici, demande Froissart. Il sait tout sur cette histoire. Et notre investigateur repart investiguer, suivi par une ombre. Ouh, je me demande qui ça peut bien être. Et au lieu de faire comme la dame a dit et de demander tout connement au mec en question, notre héros entre dans le bureau, par réfraction, et fouille dans les dossiers. Bravo, bien joué. Super. Puis il réutilise son super don et nous montre donc dans une réalisation très Jack l'Éventreur, enfin machin achète des filles vierges pour les emmener. Scène qu'on nous montre une bonne douzaine de fois. Pour qu'on comprenne bien, hein. Ils aiment bien enfoncer des trucs dans la gueule pour qu'on comprenne.
Qu'est-ce que tu fous ici? Réponds. Eh ben oui, du con. À force de lire des trucs chez des gens, tu te fais prendre, hein. Et les journalistes balancent. Je connaîtrai bientôt le nom de celui qui a tout manigancé, celui qui a inspiré les trois pervers. Ah, ça t'étonne, hein? Ce qui, en langage cinématographique, signifie « tu vas mourir ». Oui, c'est les phrases éculées du cinéma, hein. C'est comme si un mec balançait « l'assassin venait de l'intérieur ». On ne peut se fier à personne. Voilà, on sait que c'est le traître. Ah oui, il y avait un spoiler là au fait. Puis il part voir un autre témoin, de nouveau poursuivi par une ombre. Ah, et pour corroborer mes propos... Voilà. Donc nouveau témoin, nouveau flashback, on se croirait vraiment dans Citizen Kane, et je vois poindre un autre problème du film. Bon alors, regardez ce flashback par exemple. Voilà. On voit nos trois pèlerins frapper à la porte, ils se plaignent, et finissent par cette phrase. D'autres, il m'en faut d'autres. Non, c'est fini. Puis retour au présent, et dans le dialogue, la nana nous répète. Ernest m'a tout raconté. Il a plus jamais livré de vie. Exactement ce qu'on vient de voir. Pitou, quel était l'intérêt de nous montrer cette scène? C'est pas comme si c'était hyper important de dépenser des thunes pour qu'on voit trois clampins toquer à une porte, non? Bref, Canet part, une ombre revient et bute la meuf, tandis que Joe l'Indien fouille dans les dossiers de la police et nous lit exactement ce qu'on nous a dit 10 minutes plus tôt sur les rumeurs de l'alchimiste. Non, non, sérieux, c'est exactement pareil encore. Hein. D'autres disent encore que son visage est un miroir et que ce miroir aspire les âmes. Quiconque se reflète dans son masque perd aussitôt son âme. D'ailleurs, je tilte un truc là. Le film il s'appelle bien Vidocq. Ça fait un peu 30 minutes qu'on n'a pas vu Vidocq encore. Néanmoins, si on n'a pas Vidocq, on a quand même son bureau. Et vas-y Guillaume, pète tout, t'es plus à ça près, hein. Il se fait attraper par les flics. En même temps, se précipiter droit sur eux n'était peut-être pas une si bonne idée. Et Captain Obvious nous fait tout un résumé du film au cas où on serait arrivé en retard à la séance. Qu'est-ce que je vous disais? Vidocq enquêtait sur l'alchimiste. Nom de Dieu, le bonhomme existe. Non, non, je déconne pas, et ils refont le résumé. C'est clair, c'est très clair. Vidocq a poursuivi l'alchimiste dans la soufflerie et c'est l'alchimiste qui a poussé Vidocq dans le puits. Oh, Canet s'enfuit. Quoi? Mais c'est impossible, il peut pas faire ça. À moins que ce soit... Bon, nouveau flashback, Vidocq tombe sur une des gonzesses du début, à poil. Parcourt les tunnels avec des visions de... je sais pas quoi. J'ai arrêté de chercher le sens à un moment. Et arrive dans le nid des Gremlins. Et de nouveau, une scène d'action. Oh non, mais sérieux, quoi. Ah non, mais je comprends plus rien en plus, là. Il monte, il descend. Et puis, qui est le producteur qui a pensé que Depardieu pouvait être crédible en homme d'action? Le masque n'est qu'un capteur d'énergie, une pompe, en quelque sorte. L'alchimiste vole les âmes de ses victimes au moment précis où il les tue. 3 fois de suite, là. Tu retardes, Piaf. Ce que tu devrais chercher maintenant, c'est plutôt son complice. Vous voulez dire le souffleur de verre? Ouais. Le bonhomme a tout vu. Il était là quand Vidocq a canné. Non, c'est pas lui, Canet. Vidocq, c'est pas Canet. Vidocq, c'est Depardieu. Canet, c'est l'autre. Non, mais quoi aussi? Non, mais je m'ennuie, là. En plus, je comprends même pas la motivation de Canet dans le film, là. Pourquoi il va à tout prix venger la mort de Vidocq? C'était son père? Son sauveur? Un ami de sa sœur? Non, mais sérieux, pour nous répéter les scènes 3 fois, alors là, il y a du monde, hein, mais dès qu'on veut du sens, il n'y a plus personne. Et là, tout le monde se retrouve au même endroit, on sait même pas pourquoi. Et pourquoi la meuf est là. On se retrouve dans la fonderie, donc on arrive près de la fin, ce qui est quand même cool. Canet interroge le dernier témoin, qui est... Oh, twist! Je veux voir ton visage. Ah non, ah non, non, ah non, non, ah non, je vois venir le truc. Ah non, 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 faites pas, non, 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 mais non! Dans le puits, c'est pas ce que j'ai vu sous ton masque qui m'a fait lâcher le rebord. C'est ce que j'ai vu dans ton masque. Le soir, j'ai fait venir Nimier. J'ai tout de suite compris que c'était toi qui étais revenu faire le ménage derrière mon cadavre.
Quel meilleur déguisement que ce coulier d'Étienne. Oh non, non, arrêtez tout. C'est complètement con. Mais non, mais arrêtez. Alors déjà, bon, alors, on passe déjà sur le fait qu'il joue aussi bien le changement de personnalité que sa femme. Mais, alors, pourquoi un coupable referait sa propre enquête? C'est stupide. 2, ok, du coup, l'ombre, c'était Vidocq, qui prenait le risque d'être repéré, ce con. Mais ça soulève un nouveau problème, là. Si je comprends bien, hein. Canet, il sort du lieu. Il est suivi par Vidocq. Il se déguise, du coup. Et là, il est plus suivi par Vidocq. Et il revenait commettre un meurtre là où il était 10 minutes avant. Avec le costume le plus flagrant du monde. 3. Si son but était de remonter la piste des témoins pour buter les témoins, pourquoi il n'a pas buté tous les témoins? Je veux dire, la personne qui en savait le plus, là, depuis le début du film, si j'ai bien suivi un peu le truc, c'est la chinoise. Enfin, la chinoise. Pourquoi il est encore en vie à la fin? Enfin bon, continuez le film. Mais ça s'arrête pas en plus. Mais c'est de plus en plus con. Mais arrêtez, c'est trop con là. Mais il se passe quoi dans votre tête? Et Vidocq se fait buter. Normal. Et le méchant s'en va. Donc pareil, hein, coup téléphoné, Vidocq va... Voilà. Et il le bute à l'Electra. Donc avec tout un message phallique homosexuel. Et il tombe à la flotte. Et Vidocq dit... Laissez-moi voir le corps! Et donc ça voudra dire qu'à la fin du film, on va avoir un petit plan cliché du genre, je sais pas, les personnages sur un cimetière ou en haut d'une dune par exemple, et qu'on va avoir le bruit du méchant. Voilà. Et ce film est mauvais. Ce film est mauvais pour plusieurs raisons. Déjà, la réalisation catastrophique. Alors, encore une fois, hein, il suffit pas de bouger sa caméra et de cutter toutes les 2 secondes pour faire du rythme. Les décors sont certes travaillés, mais tout ce qui est incrustation est moche, le jeu des acteurs est laborieux, les scènes se répètent, et tout ça pour être le premier film français tourné en numérique. Le film dure 1h30, et on a l'impression qu'il dure des plombes. L'histoire n'est pas passionnante, oui, parce que je me souviens pas vraiment d'avoir vu du surnaturel dans les histoires de Vidocq, hein, ni la série, ni les livres. Et ce qui est complètement idiot, c'est que toute l'explication rationnelle des attentats à la foudre, hein, typique d'Arthur Conan Doyle, pour ceux qui lisent à Sherlock Holmes, est désamorcé par l'apparition très aventurière de l'Arche perdue des âmes à la fin. Et ce film a le cul entre plusieurs chaises. À qui s'adresse-t-il? Quel est le public? Les fanatiques de la série de base, qui ne retrouveront absolument pas le charme original? Les gamins, qui seront ravis de voir de la drogue, du cul et de la violence? Les adolescents, qui ne pourront pas s'identifier avec... ils pourront s'identifier avec aucun personnage. Depardieu, il est trop vieux. Canet, il est méchant. Inès, bon, elle est bonne, mais on la voit pas beaucoup. Ouais, le seul point positif, c'est la direction artistique. Je veux dire, les lieux, ils paraissent authentiques, mais voilà, c'est tout. Et encore, hein, je vous ai passé tout le passage où ils expliquaient le boulevard du crime. C'était un boulevard où il y avait du crime, mais c'était pas ça, en fait. Donc voilà, à part ça, ce film, c'est une perte de temps. Et c'était ma critique nostalgique sur Vidocq. Alors voilà, ça y est, c'est vu, hein, pas besoin de le revoir. Et puis, j'en ferai sûrement d'autres. Enfin, pas sur Vidocq, mais sur d'autres films. Et voilà, il suffit d'être patient, parce que ça prend un peu de temps. Pendant ce temps-là, vous pouvez regarder d'autres vidéos sur ma chaîne, vous abonner, mettre j'aime, des trucs comme ça, quoi, typiques de YouTube. Et puis une prochaine. Ouais, c'est bien ça, une prochaine.